Hello la team, vous avez constaté depuis un certain temps, on a pris goût à recevoir des industriels. Aujourd'hui, on en retrouve un encore, sauf que celui-là, il s'est spécialisé dans l'agroalimentaire et croyez-moi, des produits, il va vous en montrer. Les amis, on continue de s'abonner, on continue de partager, on continue de liker. Vous êtes bien à la seule et bonne adresse. Pensez Entreprendre Média, votre chaîne préférée et surtout avec votre présentatrice Apouchou Chouchou. Grâce. Alors aujourd'hui, on va recevoir Monsieur Karel Mang. Bon, je dis monsieur, voilà, il faut donner des honneurs à qui de droit, mais vous savez, ici là, c'est la famille, on chill, on est entre nous. Karel Mang, bonjour. Bonjour Grâce. Comment ça va? Ça va bien ma soeur. Super bien. Bien, bien. Je vois bien que tu es en forme et j'adore ton sourire en passant. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de Mang Agro, tu vas nous parler de tes produits, mais plus encore de ton ouvrage, L'efflorescence nationale, un livre qui a été préfacé pas par n'importe qui, le professeur Mathias Ouonangini, et c'est pas facile de l'avoir. Si on commençait déjà par savoir qui tu es, présente-toi, tu nous dis quelles ont été les études que tu as faites et comment est-ce que tu te retrouves aujourd'hui à nous présenter tous ces produits. Ok, comme tu l'as dit tout à l'heure à nos auditeurs, je m'appelle Karel Mang. Je suis entrepreneur de métier, économiste de formation, parce que j'ai eu mon baccalauréat série D au lycée de Minkan à Yaoundé. Ensuite, je suis parti faire mes études à Yaoundé 2 SOA, où j'ai eu une licence en ingénierie économique. Et j'ai suspendu ma scolarité en Master 1, parce qu'il faut le dire, j'entreprends depuis la classe de première. Ah bon? Déjà? Déjà, j'entreprends depuis la classe de première, donc je faisais en même temps les études et en même temps j'entreprenais. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu faisais? J'ai été promoteur d'une ONG, Miroir d'Afrique, dont l'objet est la réinsertion sociale des détenus. Ah ok. Donc nous avons travaillé dans 5 régions du pays à la formation, l'encadrement psychosocial et à la réinsertion socio-professionnelle des détenus, des personnes incarcérées. Moi-même, j'ai enseigné à la prison centrale de Yaoundé les mathématiques et j'ai eu des bacheliers issus qui ont fait les examens depuis la prison centrale et qui ont eu leurs examens. On a formé beaucoup de personnes en informatique, maintenance et on leur a trouvé des emplois. Donc, en même temps, j'étais promoteur de cette ONG-là. En même temps aussi, j'entreprenais. Je faisais dans l'agroalimentaire. Ces produits-ci sont issus de tout ce processus-là, depuis cette époque-là. Et pendant que je travaillais dans les prisons, pendant que j'entreprenais, il m'a été donné en fait de côtoyer beaucoup de personnes, de me définir, d'analyser la société d'une certaine manière. Et c'est cette analyse, cette expérience professionnelle, aussi bien dans le social que dans l'entrepreneuriat économique, qui m'a donné de sortir mon ouvrage pour l'efflorescence nationale, que le professeur Mathias Ouonangini, qui est un aîné, qui m'a bien encadré cet ouvrage, a bien voulu préfacer en tant que sociopolitiste. Parce que l'ouvrage, en fait, énonce les conditions pour l'aménagement d'un système propice à l'émancipation, à l'accomplissement et à l'épanouissement des hommes, des jeunes dans la société. Et cela ne peut se faire que par l'entrepreneuriat. Nous parlons donc beaucoup ici d'entrepreneuriat social dans cet ouvrage, mais aussi d'entrepreneuriat économique au sens plus du terme, mais que tout cet entrepreneuriat, toute cette dynamique entrepreneuriale se fait en fait sur la base d'une idéologie communautaire, pour que chacun se sente impliqué. Qu'on se sente concerné par le projet. Oui, dans le mouvement. C'est très beau ce que tu m'apprends. Il y a très peu de personnes qui accepteraient d'aller dans des prisons, ne serait-ce que pour des dons. Et toi, tu es allé enseigner des mathématiques, sachant comment cet environnement-là peut être un peu dangereux, j'ai envie de dire, malheureusement. Ce sont des stéréotypes. Ah bon? Oui, ce sont des stéréotypes. Très sincèrement, je ne sais pas si c'est le sujet, mais quand on commence à... allons-y, mais allons-y, mais on est là pour discuter, voyons. Ce sont des stéréotypes, pourquoi? Parce que vous savez, tout le monde peut se retrouver en prison. Ah ça c'est sûr, ça. Je peux y aller, tu peux t'y retrouver. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes mal famées là-bas, mais il ne faut pas généraliser. Voilà, maintenant, quand nous allons dans la prison, nous avons aussi une certaine manière de voir les choses. Et on ne peut pas faire de dons parce qu'on n'a pas d'argent. Donc on se dit, les jeunes ont davantage besoin de quoi?
ont besoin d'être formés. Ils ont besoin de connaissances, ils ont besoin de voilà. De connaissances. Donc, on donne de nous-mêmes. Et c'est ça aussi, entreprendre. On donne de soi pour aider l'autre. Et en côtoyant l'autre, tu te rends compte que pour peu que vous apportiez quelque chose de bien, vous pouvez ressortir le meilleur chez votre vis-à-vis. Moi, à un moment donné, mes collaborateurs me disaient, mais tu aimes déjà trop la prison, hein, parce que moi, j'y allais souvent et je m'oubliais à rester là-bas, à discuter avec les uns les autres, à manger avec eux. Vraiment, je m'oubliais. Et quand on en parle à quelqu'un, il voit ça bizarrement, il faut y aller pour comprendre. Ce sont des... Moi, je parle parce que, bon, je n'ai jamais visité la prison de Nkonagui, mais je suis allée à la prison des femmes de Fou et je t'avoue quand même que j'avais été marquée parce que, comme tu dis, il y a des personnes mal famées, mais il y a aussi beaucoup d'innocents qui payent le prix des pots cassés d'autres personnes et bon, ça c'est dommage. Ou bien même, elles peuvent avoir fait quelque chose, mais est-ce que toi, tu n'as pas fait d'erreur dans ta vie? Ça peut arriver. Et puis vous y retrouvez par la force des choses. On a travaillé à la prison de Malmayo, à la prison de Mfou, prison de Mbanga à Douala, Konsamba, Angaoundé. On a travaillé dans beaucoup de prisons, vraiment. Et je pense que ça a été une très bonne expérience. Je pense que tout le monde devrait faire ce type d'expérience, pas forcément de la prison, mais tout le monde devrait, dans son système entrepreneurial, inclure un pan pour autrui. Ça peut être vis-à-vis des orphelins, ça peut être vis-à-vis des personnes à motricité réduite, ça peut être vis-à-vis de toute autre personne. C'est très important. C'est vraiment très important. Je vois que le social, l'autre te porte vraiment à cœur. Et je vois même que lorsque tu mets ces produits sur le marché, c'est même aussi en pensant aux autres. Parce que je vois que notre marché est inondé de produits occidentaux. On mange beaucoup de chips qui viennent de l'autre côté, qui ne sont pas forcément toujours à base de pommes de terre. On mange beaucoup de farines qui ne sont pas non plus faites à base de farine très saine. Tu mets sur le marché un ensemble de produits que j'aimerais bien que tu nous présentes. Oui, nous avons plusieurs types de produits que nous mettons sur le marché, effectivement. Des céréales et aussi des amuse-gueules. Non, les fécules, ce sont des céréales d'assaisonnement. La fécule de poisson, féca, poisson crevette, en fait, c'est un assaisonnement naturel fait à base de poisson, destiné en fait à assaisonner vos repas sans l'additif chimique. Ouais, ok, sans avoir besoin de se tourner vers... Ok, d'accord. Vous pouvez, un diabétique aujourd'hui peut assaisonner son repas sans avoir besoin de mettre des additifs chimiques à l'intérieur, dont le goût est prononcé et sans danger pour la santé. Nous avons d'ailleurs obtenu une nouvelle invention pour ce produit-là spécifique, cette féca-là. Elle est faite sous la marque Tovi, qui est une marque de Mangagro. La marque Adabi, par contre, ne fait que les compléments alimentaires. Nous avons donc des céréales infantiles, comme le céréolé. C'est une bouillie à cuire pour les nourrissons du 2e à du 3e âge, donc à partir de 6 mois. Nous avons aussi Coucou, qui est une bouillie grand public, par contre, que nous distribuons en fait auprès de nos partenaires qui font les beignets haricots en route, les internats, les congrégations religieuses. Donc c'est une bouillie grand public, comme j'aime à le dire. Vous avez une cérémonie, vous pouvez faire facilement, c'est déjà sucré, déjà aromatisé. Ah bon? Et enrichi, soit à l'arachide, soit au soja. Ok. Oui, donc aujourd'hui nous avons quelques partenaires sur le terrain, sur le marché de Yaoundé, qui consomment déjà ça et qui donnent donc cette bouillie-là à leurs clients. Ok, Karel, tu vas un peu trop vite à mon goût. Tu m'as cité des marques, tu m'as cité... Attends, allons doucement, allons pas à pas. Carrément, tu as un ensemble de produits et de services que tu offres au grand public sous un label Mangagro. Est-ce que tu peux nous parler de Mangagro? Qu'est-ce qu'il y a dans ce? Quelles sont ces différentes composantes? En fait, Mangagro n'est pas un label. Mangagro, c'est le nom de l'entreprise. Mangagro, c'est le nom de l'entreprise. Et Mangagro chaperonne plusieurs marques de produits ayant des profils de production différents. D'accord. Donc, la marque Tovi ne fait que les assaisonnements et épices. Vous retrouverez donc le gingembre en poudre chez Tovi, la Féca chez Tovi. Uniquement assaisonnement et épices. La marque Adabi ne fait que les compléments alimentaires. Vous retrouverez donc des bouillies. Bouillie coucou. À cuire, oui, bouillie coucou, bouillie céréolée. Il y a même un autre produit, Teprovi, qui est un céréal instantané, fait à base de patates et de fruits. What? La patate séchée. Ah ok, d'accord, broyée. Ok, d'accord, je comprends mieux parce que j'ai eu peur. Il y avait des fruits, en fait, c'était dans l'idée que nos enfants n'aient plus tendance à trop regarder la phosphatine. Je ne veux pas faire de publicité, mais en fait, ce sont des
des produits qu'on connaît, déjà qu'on consomme chaque jour, qui sont fruités. Donc ces produits-là aussi, c'était dans ce sens-là. Donc on continue avec la marque Luanga, qui ne fait que les amuse-gueules et apéritifs. C'est la marque qui m'intéresse le plus quand vous le dites. Ce ne sont que les amuse-gueules et apéritifs. C'est là-dedans que nous faisons dans les chips de plantain, les beignets soufflés, popcorn, croquettes, mélange, caramel. Et il y a la marque Abouan qui fait les aides culinaires. Les culinaires, qu'est-ce que tu mets là? La chapelure, par exemple, pour faire les poissons panés, poulet pané. Il y a de la pâte d'arachide pour rapidement faire la sauce d'arachide quand vous rentrez à la maison. Ce sont les deux produits principaux qu'il y a dans cette marque-là actuellement. C'est-à-dire, je suis fascinée parce que tu arrives à décomposer ton entreprise en un ensemble de marques qui chacune sait dans quoi elle évolue. Il n'y a pas de tergiversation et ça me fascine. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu voudrais nous parler dans 2-3 ans, ou est-ce que tu vas en Mangagro par exemple? 2-3 ans Mangagro, c'est un objectif que nous poursuivons depuis d'ailleurs un bon moment. La crise économique et l'inflation nous ayant beaucoup retardé, on voit Mangagro en fait distribué dans tout le Cameroun. Actuellement, nous sommes présentement dans la région du centre, notamment on distribue dans toute la ville de Yaoundé, à Balmayo et Anfou. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant. Il faut que nos produits aillent plus loin. D'ici 3 ans, nous voulons couvrir l'entièreté du territoire camerounais et d'ici 5 ans, 6 ans à l'international. Alors dis-moi, tu m'as parlé un peu de ton arrivée ou de ton, de ta plongée dans le monde de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que le concept de Mangagro t'est venu? Le concept de Mangagro m'est venu du souci d'être mon propre patron, du souci en fait d'entreprendre. J'ai toujours une grande vocation entrepreneuriale parce que mon père lui-même était très entreprenant. Nous avons habité dans les quartiers, aussi loin que je me souvienne, dans les quartiers Nsam et Oja. Et partout dans ces quartiers, nous avons habité, papa avait une boutique. Donc en même temps, moi je fréquentais. Le soir, quand je rentrais, je devais vendre à la boutique. Vous voyez un peu les enfants qui sont derrière le comptoir là. Donc, il ne voulait pas que toutes ses ressources soient uniquement centrées sur son... Bref, tous ses besoins soient seulement uniquement en fait centrés sur son salaire. Il a toujours eu cette vocation-là à répartir ses sources de revenus et c'était cette boutique-là. Donc là-bas, j'ai beaucoup appris dans le commerce et j'ai aussi été très proche de ma maman dans la cuisine. Elle préparait beaucoup et moi j'aimais beaucoup la cuisine, la chimie. Chimie, voilà, moi je l'appelle souvent c'est un peu de bricolage parce que tu prends un peu d'ici, un peu de là, tu mets la marmite, voilà. Et consort, je dirais même que la quasi-totalité des produits que nous avons faits sont issus de la cuisine de maman. Oui. C'est-à-dire, je veux aussi, ici, on est aussi là pour éduquer les uns les autres. La cuisine, en fait, c'est un laboratoire. Toutes les femmes sont des chimistes, mais elles ne le savent pas. Tout ce que l'industriel fait, en fait, c'est prendre vos connaissances et mettre ça en paquet, ensuite vendre. C'est tout. Tout le monde, en fait, sait faire quelque chose. Tout le mamans savent faire quelque chose. Et je vais te dire une autre chose. Quand j'ai envie d'améliorer mon assaisonnement, tu sais qui j'appelle? J'appelle pas des ingénieurs, j'appelle mes tantes. Ah bon? Oui, j'appelle mes tantes. Je leur dis que bon, voici le produit que je veux faire. Dites-moi comment est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois ajouter à l'intérieur. Et elles commencent à me dire des choses de manière empirique sur la base de leurs expériences culinaires et consorts. Et après, moi, maintenant, je commence à rationaliser ça de manière scientifique. C'est tout ce que j'ai fait pour la majeure partie de mes produits. Oui, maintenant, je commence à régler ça en termes de dosage et consorts, mais elles le font chaque jour. Cette féca-là, c'est ma mère qui l'initie. Aujourd'hui, j'ai une brevet d'invention dessus. Le céréolé, c'est ma mère en fait qui nous nourrit comme ça. Aujourd'hui, en fait, c'est ça qu'on distribue. Donc moi, en fait, mes premiers chimistes, ce sont mes mamans. C'est avec elles que l'idée est arrivée. Et après, je voulais faire une entreprise qui a une vocation familiale. Et donc, d'où le nom Mangagro alimentaire. C'est fascinant hein, ton histoire. Souvent, je suis un peu dans les nuages et voilà, ça n'arrive pas tous les jours d'avoir quelqu'un qui porte les autres à cœur et surtout qui est très proche de sa maman. Beaucoup de personnes auraient pu dire que oui, il est toujours dans les jupes de sa maman, il sera efféminé et tout, alors que pas du tout. On apprend, comme tu as dit, on est dans un laboratoire et ça m'amène à te poser la question de savoir si, au-delà de tes mamans, dans ton entourage, tu as bénéficié de l'accompagnement et du soutien d'autres personnes
qui aujourd'hui sont contents de voir là où tu es? Nécessairement. On n'arrive pas à ce niveau tout seul. Nécessairement, j'ai eu des amis qui ont cru en moi. Notamment, je les salue, M. Mbani Patrick, M. Makongo Edwin, Ange Akoulouze. Ce sont On vous fait des petits clins d'œil. ce sont les associés actuels de Mangagro avec qui nous nous sommes développés. Mais plus encore, mon épouse. Je me disais bien, le soutien indéfectible. Plus encore aussi, mon épouse qui a apporté de son soutien, de son appui. Mon père également, avec qui on a bâti à bout de bras cette entreprise, l'atelier de production. Ma maman qui a contribué à la bonification de tous les produits de l'entreprise. Je la vois très bien à côté. À chaque fois que tu faisais quelque chose, elle venait goûter un peu là. Non, il faut ajouter ceci. Peut-être ceci, il faut encore faire cela. Au départ, le mouvement n'était pas... Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est d'abord une aventure solitaire. Mais plus la mayonnaise prend, plus on a eu des personnes en fait qui ont emboîté le pas. La famille en premier, mes associés, mon épouse ensuite. Okay. Toutes ces personnes-là, elles ont droit à ma reconnaissance éternelle. Quelque chose me chiffonne quand même un peu. Et tu parles de ton parcours comme si ça avait été un long fleuve tranquille parce que voilà, tu as bénéficié d'un accompagnement, tu es toujours au contact des autres, tu es toujours au chevet des autres. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Parce que j'imagine bien qu'à un moment, pour avoir de la farine, il faut avoir un certain type de machine pour te permettre de transformer. Il faut de quoi empaqueter, il faut avoir des contenants justement pour les packaging. Où est-ce que tu as trouvé les financements? Comment est-ce que Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Je pense que la première difficulté que j'ai rencontrée, qui est d'ailleurs la difficulté que tous les entrepreneurs rencontrent, est une question de conception de l'entrepreneuriat. Nous avions au début mal conçu le fait entrepreneurial. Nous avions mal apprécié notre marché. Je te dirais par exemple qu'aujourd'hui, pour moi, l'innovation, c'est une escroquerie. Chaque fois que quelqu'un en fait veut lancer un produit, il se dit, il faut que j'innove. Il faut que je fasse quelque chose d'extra, qui sorte de l'ordinaire pour pouvoir... Pour moi, aujourd'hui, c'est une escroquerie. Parce que nous ne faisons pas déjà ce qui est simple. Nous ne faisons pas déjà ce que les personnes consomment au quotidien. Mais on a envie d'innover. L'innovation, elle coûte cher. L'innovation demande des ressources que l'entrepreneur lambda n'a pas. Quand l'entrepreneur en fait veut lancer un projet, il a un chemin. C'est quoi? C'est j'ai mon idée, je fais le business plan, je cherche les financements, je produis. C'est un faux chemin. C'est un mauvais chemin pour moi. C'est un mauvais chemin pour moi. Le business plan vient pour développer le projet. Si chaque personne se demande d'abord qu'est-ce que je peux faire de simple, que les gens consomment chaque jour, on commence par là. Je te dirais par exemple que je fais sur mes produits, je ne le cache pas parce que je suis aussi là pour éduquer les jeunes. Et je ne suis pas en fait là pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Je fais plus de 10 millions de chiffres d'affaires sur les croquettes, chips et consorts. J'en fais même pas un sur la FECA, chaque mois. Tu t'en rends compte? Waouh! Ça te semble un peu... Voilà, tu n'aurais pas imaginé ça en fait. Et pourtant. Donc la première difficulté d'abord, c'est la conception des choses. C'est un peu comme quand vous partez chez un médecin, s'il fait un mauvais diagnostic, il ne peut pas vous apporter un bon médicament. Donc au-delà de... si nous concevons bien les choses, mieux les choses en tout cas, en matière d'entrepreneuriat, en matière de plus-value sur notre économie, sur le marché, les choses comme des financements, parce que pour moi le financement n'est pas un problème, ça vient de lui-même. Il vient de lui-même, pour peu qu'on ait la bonne compréhension des choses. La bonne compréhension des choses, c'est comme tu dis, la bonne observation. Là, j'ai eu de grandes limites dans la compréhension. C'est pour cela que je pense que l'une des choses pour que les jeunes réussissent aujourd'hui, c'est d'avoir un mentor. Quand vous avez quelqu'un qui a déjà fait quelque chose, qui a une expérience avérée dans quelque chose, et que vous mettez derrière lui, il y a beaucoup d'étapes par lesquelles que vous allez braver, sur lesquelles vous aurez pataugé, si vous n'aviez pas eu quelqu'un en fait qui vous oriente. Et quand je parle de mentor, c'est un mentor en fait qui fait effectivement dans quelque chose. Ce ne sont pas les vendeurs de rêve. Voilà, quelqu'un qui a été au contact de la situation.
des situations, qui a de l'expérience et qui a de la réussite dans ce qu'il fait. Il vous orientera mieux dans le sens là. Donc, sans vouloir m'éparpiller dans des limites évidentes liées au... Moi, je n'ai pas été financier pour m'en parler. Moi, je pense que la première difficulté que j'ai eue, la plus grande difficulté que j'ai eue, c'était que nous avions été mal renseignés. Nous pensions qu'il faut innover, alors que nous n'avons pas de moyens d'innovation, nous n'avons pas d'accompagnement gouvernemental. Mais c'est une réalité. Si on commence en fait à se figer dessus, on a l'impression qu'on ne peut pas entreprendre ou qu'il nous faut trop de moyens pour entreprendre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de moyens, mais je dis qu'on peut commencer avec ce qu'on a où on est, si on est bien orienté psychologiquement. Donc il faut d'abord avoir une bonne définition de son marché, de savoir où on évolue, et les difficultés vont s'estomper petit à petit. Mais si vous voulez commencer avec de gros moyens, parce qu'on se dit que l'entrepreneur, c'est celui-là qui roule dans une grosse voiture, celui-là. Combien de personnes aujourd'hui on voit qui ont ce chemin-là? Il a une idée, il a un business plan, il cherche des financements. Les financements détruisent des vies. Justement parce que tu as de l'argent, tu as une grosse somme, tu ne sais pas quoi en faire. Tu ne sais pas quoi en faire. Souvent, quand tu as de l'argent, c'est un parent qui te l'a donné. Ou bien c'est à la réunion, ou bien c'est à la banque, ou bien c'est une levée de fonds. Je ne veux pas citer des noms, mais je connais des personnes qui ont encaissé des dizaines de millions et qui n'ont rien fait avec. Oui. Qui ont encaissé des dizaines de millions qui n'ont rien fait avec. Pourquoi? Moi je dis encore, la première difficulté, c'est une bonne définition de la conception entrepreneuriale, de l'orientation entrepreneuriale. Si c'est comme un diagnostic médical qu'on fait, si le diagnostic est mauvais, le médicament ne peut pas être bien administré. Vous pensez que vous prenez quelque chose qui va vous guérir, ça va plutôt vous enfoncer. Moi, je connais des personnes dont les projets, des vies ont été détruites parce qu'elles ont encaissé beaucoup de millions dès le départ. Pas qu'elles étaient malhonnêtes, mais elles n'ont pas bien su comment faire les choses. Si moi, on m'avait donné les millions que je voulais dès le départ, sur la base de mon business plan, je ne serais jamais devenu entrepreneur. Autrement dit, tu ne regrettes pas ton choix? Non, je ne regrette pas qu'on m'ait refusé de l'argent au départ. Oui, parce que moi aussi, on m'a refusé de l'argent. Oui, mais si je vous dis, si on me l'avait donné, je n'aurais pas pu rembourser. J'aurais perdu cet ami, ce frère, et je n'aurais pas pu avoir de l'argent plus tard. Aujourd'hui, des personnes veulent me donner de l'argent parce qu'ils voient la réussite. Tu vois? Parce qu'ils voient que ça fonctionne. Au début, tout le monde est trop sceptique. Donc, quand on te donne, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui t'observent. Et donc, quand tu ne réalises pas, parce que après, on te pointe du doigt. Avec 2 millions, 5 millions, 10 millions, c'est un problème. Quand tu veux concevoir ton business plan, le business plan ne peut pas être conçu de manière optimale si tu n'es pas imprégné du marché. Et tu ne peux pas t'imprégner du marché avec beaucoup de moyens. Tu t'imprègnes du marché avec ton cœur, avec ton énergie. C'est tellement beau à entendre. Alors dis-moi, est-ce que dans la démarche que tu as adoptée, tu parlais tout à l'heure de mentors, qui sont tes mentors? Et je suppose que pour d'autres personnes, tu es un mentor. Je suis curieuse de savoir qui ils sont. J'ai eu effectivement des mentors indirects, comme Robert Kiyosaki. C'est un mentor indirect parce que quand vous voyez les vidéos de la personne, vous voyez ses vidéos, ses livres, ça vous oriente. J'ai eu des mentors aussi directs, comme M. Talé, que je salue, avec qui aujourd'hui, je dois l'avouer, les rapports ne sont pas au beau fixe. En tout cas, je pense que le petit clin d'œil que tu viens de lui faire peut arranger les choses, on ne sait jamais, hein, tu sais. Peut-être, mais ça a été pour moi un mentor direct, quelqu'un dont je me suis inspiré à un moment donné. Il a une entreprise agro-industrielle. Monsieur Fedim Frédéric, qui fait les épices Mamie, a aussi été pour moi un mentor direct, un modèle. Parce qu'en discutant avec lui, vous savez, quand vous discutez avec quelqu'un qui a fait des choses, qui est sur le terrain, en 5 minutes, en 10 minutes, cela vous ressource. Cela vous donne une orientation qu'une personne ne va pas donner. Il m'avait dit, frère, vas-y doucement, étape par étape. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. N'essaye pas forcément d'avoir déjà beaucoup, tu vas regretter après. Ils sont des personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Maintenant, en termes de mentor, moi personnellement, je n'ai pas encore de mentor. J'ai pas encore de. Voilà, on m'a dit de filleul. De filleul, si on peut dire ça comme ça.
Je n'ai pas encore de filleule, mais je reste toujours très ouvert. Des personnes peuvent venir, peut-être certaines personnes peuvent me considérer comme leur mentor, parce qu'ils viennent me poser des questions, après ils repartent. Moi, aujourd'hui, j'ai une autre conception du mentoring. C'est pour ça que je ne peux pas les considérer comme étant des filleuls à moi, parce que je ne les suis pas au quotidien. Ce sont des personnes qui ont une idée de l'entrepreneuriat, mais je ne vois pas chez eux un engagement entrepreneurial. Donc moi, je ne les considère pas encore comme des entrepreneurs. Ils ont des idées, ils viennent, ils me posent des questions, on en discute sommairement, et après ils repartent, et après 6 mois, 1 an, je ne vois pas ce qu'ils ont fait. Bon. Donc moi, personnellement, je ne peux pas encore estimer que j'ai des filleuls. Ça ne saurait tarder, hein, parce que quand l'autre épisode passera, tu verras bien qu'il y aura plein de personnes qui seront curieuses de savoir qui est Monsieur Carrément. Et ça me ferait plaisir de savoir que notre plateforme aura permis que des personnes se rapprochent de toi et qu'ils bénéficient de ta grandeur d'âme. Et vraiment, ça me fait plaisir. Bon, je vais quand même te demander, si tu avais un seul conseil à donner à ces jeunes-là qui nous regardent aujourd'hui, ça serait quoi? Un conseil à donner dans le sens entrepreneurial? Ou même dans la vie active, parce que je me dis, un entrepreneur, au-delà de ce qu'il est en tant qu'entrepreneur, c'est une personne qui vit, c'est une personne qui côtoie d'autres, on va dire quoi, qui côtoie d'autres âmes, d'autres vies. Je dirais, le conseil que je peux donner, c'est rechercher 3 choses. Il y a de la vision, et de la profondeur de vision dans tout ce que vous voulez faire. Je ne parle pas juste de percevoir quelque chose. Il faut se construire une vision. Et de la vision dans tout ce que vous voulez entreprendre. Travailler de manière acharnée pour concrétiser cette vision. Travail. Et le travail, c'est la discipline. Et la 3e des choses, c'est la solidarité. Soyez solidaires entre vous, c'est-à-dire vous ne pourrez pas aller très loin. C'est l'un des défauts que nous on a eu, manque de solidarité. Donc c'est vision, travail, solidarité. C'est sur ces mots de Carrément qu'on va mettre fin à cette émission. Merci de l'avoir regardé, hein, comme toujours. J'espère que vous avez aimé voir votre petit visage à couture préféré et que vous avez surtout appris de Carrément. Si vous cherchez ces produits, ben oui, vous l'avez dit, hein, pour l'instant, ils sont concentrés à Yaoundé. D'ailleurs, je ne m'ai même pas dit on peut les trouver. À Yaoundé, c'est très vaste. Est-ce qu'il y a des centres où on peut en trouver, Karel? À tous les coins de rue, nos produits, on les vend dans les boutiques, auprès des call-box, des kiosques, c'est-à-dire ces apéritifs et amuse-gueules là. Donc, certainement que beaucoup de personnes consomment sans savoir que c'est Carrément qui les fait. D'accord. Et qu'en est-il de faire une coucou, par exemple? Coucou, comme je vous ai dit, nous ciblons des niches de marché. Donc, certaines personnes consomment certainement coucou chez leur partenaire beignets haricots. Sans savoir que c'est Carrément. En tout cas, ça me fait plaisir. Donc, nous sommes avec eux, même s'ils ne savent pas que nous sommes là. Ah, ben c'est ça. Même s'ils ne savent pas encore que nous sommes là. Comme tu as dit, ça fait plaisir en tout cas de savoir qu'on consomme camerounais, on consomme bio, sans savoir que c'était le cas. Alors, la famille, on se dit à très bientôt. Au revoir.